Bonjour et bienvenue au carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « Nation enchantée ». Son auteur, Abdourahmane Sénateur Diallo, nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Abdourahmane Sénateur Diallo, bonjour. Bonjour, Monsieur Koné, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau des Parenthèses. Merci. Et évidemment, pour parler de votre ouvrage Nation enchantée, qui est sorti il y a quelques mois. Hein, et donc aujourd'hui, c'est un immense plaisir pour nous, encore une fois, de vous recevoir sur ce plateau. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Je crois que c'est l'envie et le souhait de tout auteur guinéen, surtout la nouvelle génération, de se retrouver sur ce plateau de cette émission qui fait parler beaucoup d'elle dans le milieu littéraire et intellectuel guinéen. Merci beaucoup. Nation enchantée pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous. Donc c'est un roman. Donc on va faire un peu de paratexte. L'auteur, vous le savez, Abdourahmane Sénateur Diallo. Le titre c'est Nation enchantée. Évidemment, info importante, l'ouvrage est préfacé par Ibrahima Sano, qui est un auteur aussi qu'on a reçu ici. C'est un roman, on l'a dit, et l'ouvrage est publié chez les éditions Innov Édition. Voilà, Innov Édition. Et puis donc justement, on va peut-être se permettre très rapidement de lire la 4e de couve. Quelque part en Afrique, dans un pays imaginaire, la République du Yamanais sombre un peuple dans le noir d'une division sociale. En plus des souffrances que lui ont toujours infligées l'ensemble de ses dirigeants, la société yamanéenne s'embourbait davantage dans une scission communautaire d'une nature historique. Mais de jeunesse, l'opiniâtreté d'un groupe d'activistes réunis au sein du M224 lui évitera heureusement la dérive. Le héros du récit, Doura Kamara, avec le concours de ses collègues du M224, dont il est le leader, réussira à inverser la tendance, prôner l'unité nationale et rapprocher des citoyens que tout opposait. Un éveil des consciences qui formera une société unie et prospère qui se soulèvera ensuite contre sa classe politique. Voici donc le résumé qu'on peut lire sur la 4e de couverture. Alors, on a fait exprès de commencer par ça parce que ça donne une idée générale de votre ouvrage. Alors, et comme ça, le lecteur qu'on représente ici rentre dans votre ouvrage avec une espèce de conversation, une longue conversation qui nous fait découvrir les personnages de l'ouvrage. Je veux parler de Doura, de Labo, de Maka, de Bilo, de Monsieur Ba, etc. Et donc cette entrée dans l'ouvrage par le biais de ce dialogue, long dialogue, même ce dialogue qui est, on va dire, l'expression d'un rêve qui va entraîner les jeunes dans l'action. Ouais. Action qui repose sur l'engagement citoyen pour des valeurs républicaines. C'est ce qui se dessine tout de suite dès qu'on commence à tourner les premières pages. Oui, c'est important. Le début de toute œuvre est important. Le début d'ailleurs, de toute chose d'ailleurs. Mais il faut le dire, on écrit pour penser une plaie. On écrit toujours pour régler un problème, pour tenter enfin de le régler. On écrit donc pour venir au secours d'une entité qu'on trouve pas normale, qui n'est pas sur le chemin. Donc, c'est notre contribution à nous en tant qu'auteurs de participer à l'organisation sociopolitique, historique et pourquoi pas culturelle de la société dans laquelle nous vivons. Vous l'avez dit, le constat, il est très poignant parce que d'entrée, on ouvre l'histoire sur le cadre géographique et historique d'ailleurs du cadre dans lequel nous sommes, de la République du Yamanais. Oui. Et c'est pourquoi la partie s'appelle la République du Yamanais telle qu'elle.
Voilà, on ouvre l'histoire par un dialogue, par un long dialogue, vous l'avez rappelé, entre Labo et Doura Kamara. Le récit tourne autour de lui, c'est vrai, mais Labo aussi est un personnage très très important dans la vie du Yamanais, dans la vie du M224. Donc, c'est parti d'une idée informelle, et qui a fini par faire installer les bases d'un mouvement citoyen qui est aussi informel, Oui. qui n'est pas connu. Nous sommes à Bondy. Bondy, c'est un quartier du 5e arrondissement de Katadé. Katadé, De Katadé. la capitale emblématique de la République du Yamane. Donc tout est parti de façon, on va le dire, banale, une façon basse, une idée juvénile, une idée qui, même si elle était importante, mais n'était pas beaucoup plus réfléchi et mûri. C'était l'idée en question qui était là. Vous avez vu Labo, il a eu du mal à être embarqué par Doura. Mais finalement, il a accepté, comme c'est son ami d'enfance, il faut se lancer. Ils vont décider d'élargir le mouvement. Ils vont se mettre dans une espèce de concoctation, de recherche des perles rares de la société yamanéenne. Oui. C'est comme ça que le narrateur les appelle. Il faut, dans une société en scission, dans une société de division, rechercher les quelques rares citoyens qui ne sont pas embarqués dans ce virus ethnocentriste, dans ce virus communautariste, et pour jeter les premières bases du M224. Et à partir de là, le mouvement est lancé et on va voir l'évolution. Nation enchantée de Abdrahmane, sénateur Diallo, sur le plateau de Parenthèse aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous qui venez simplement de vous joindre à nous, donc on a l'auteur sur le plateau pour faire la causette avec lui. Alors, on revient à l'histoire. Évidemment, ce dialogue installe un tout petit peu, je veux dire, le cadre, l'atmosphère qui règne dans cette république du Yamane. Ouais. Alors, mais très rapidement, on peut le dire, ça c'est de l'avis du lecteur, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec cette histoire, et ça fait, je veux dire, ça fait écho à une réalité sociopolitique du pays, très récente aussi. Effectivement, le rôle qui sont joués, on va peut-être revenir là-dessus. Mais ce que je veux dire, j'ai parlé d'engagement citoyen, parce qu'effectivement, on est quand même dans la République du Yamane, au moment où le lecteur découvre un peu cette République. C'est quand même, il y a des problèmes importants qui minent cette société-là. Vous en avez parlé, on va revenir là-dessus. C'est la question de la division sociale, la déchirure du tissu social, et puis cette épineuse question de l'ethnocentrisme. Encore, c'est ça le principal problème des Yamanéens. Mais le dialogue, l'ouverture du roman par le dialogue, Doura a beaucoup monologué face à Labo. Oui. Il a rappelé l'histoire. Par moment même, c'est bon, ça c'est le lecteur, par moment même, on a l'impression, enfin, moi à un moment donné, ça m'a agacé. Je dis, ah ouais, mais quand même c'est long. Mais effectivement, plus on avance, on s'aperçoit, on comprend la démarche. Son monologue facilite aussi la narration, Oui. parce qu'il fallait informer au lecteur ce qui se passait dans la République du Yamane. Il est revenu dans l'histoire, il dit comment comprendre, par exemple, qu'un peuple qui a prôné l'unité africaine tout entière, le premier à... fut le premier à hausser le ton face à la très épineuse question de la race même, et de l'Afrique, de l'africanité face aux colons. L'un des premiers à réclamer sa souveraineté nationale et internationale. Comment comprendre ce pays, aujourd'hui, n'arrive pas à fonder même une unité nationale, alors que ce même pays avait fait preuve de bons élèves dans l'unité africaine retrouvée à l'époque face à un adversaire beaucoup plus puissant qui était donc le colon. Comment comprendre ce paradoxe aujourd'hui? L'idée est partie de là. Je crois que l'interrogation, elle était légitime, et c'est d'ailleurs ce qui a amené Labo à comprendre enfin l'idée de son ami. Allez, il faut tout de suite s'engager et il faut enrôler, comme on le dit, beaucoup d'autres jeunes qui pensaient comme eux. Est-ce qu'il faut poser la question, est-ce que la société yamanéenne allait bien?
On a vu la réponse, c'est non. Est-ce que la politique était basée sur des idéologies traditionnellement politiques qu'on connaissait? Est-ce qu'on parlait de libéraux et de socialistes? Non. Alors, sur quel système la politique était basée? La politique yamanienne, donc, était basée sur la région, sur l'ethnie, la tribu, la communauté. Et je crois que c'est là le problème, parce que les formations politiques, lorsqu'elles sont basées sur, lorsque le fonctionnement des formations politiques est communautaire, ça fausse carrément le débat démocratique. On ne parle plus de gauche contre la droite, du centre. On ne parle plus de l'international libéral, par exemple, contre les socialistes, mais on parle de telle ethnie contre une autre ethnie. Vous avez vu les clans, les groupes radicaux dans le pays. Il y avait autant de groupes radicaux que de régions. Le Yamanais des côtes, il y avait les chemises rouges, qui étaient un groupe radical, ethnique radical. Il y avait le Yamanais des Alpes, il y avait le mouvement Menenkadi. Et puis le Tunyadou, qui est aussi une grande région, qui avait son mouvement, l'ART, l'association des ressortissants de Tunyadou, et puis le Bloc Vert, qui était un mouvement radical ethnique, et qui représentait la terre Nimba, la quatrième région naturelle donc de la République du Yamane. La création, l'amplification et la complaisance des autorités face à ces groupes radicaux ethniques dans la capitale Katede ne facilitait pas les choses, et toutes les idées qui ramaient à contresens, qui voulaient que les Yamanais s'unissent, c'était délicat, et ça faisait que le M224 avait vraiment du pain sur la planche. Le M224, donc il s'agit d'un mouvement dans l'ouvrage justement qui joue un grand rôle, mouvement donc qui est porté par Doura, Labo et plein d'autres, parce qu'effectivement au fur et à mesure ils sont engagés, ils réussissent à chaque fois à ramener vers eux des gens qui sont au début plutôt sceptiques. Et puis ce qui est intéressant dans le parcours de ces jeunes-là aussi, par rapport même au M224, c'est qu'effectivement il y a une prise de conscience. Même devant ce chaos, parce qu'effectivement, il faut le dire, ça relevait même d'une folie, ce défi qu'il avait, donc Doura, de dire on va y aller expliquer aux gens, sensibiliser, faire les porte-à-porte, etc. Et puis, c'est quand même, c'est à la fois curieux et intéressant de voir comment des gens qui, et vous revenez régulièrement là-dessus, avec les verbes, c'est-à-dire que ils vont travailler avec les verbes. Il n'est pas question d'argent souvent pour mobiliser les gens, mais le fait de miser sur le verbe, donc la parole, pour amener les gens à aller. Est-ce que cela vous semble réaliste dans ce contexte-là, évidemment? Oui, c'est tout à fait réaliste et c'est faisable. Il y a un passage dans la partie dans laquelle nous sommes qui est très intéressant. Il y a d'abord une interrogation. Faut-il nécessairement avoir des gros diplômes pour proposer quelque chose à sa nation? On répond non. Toujours est-il, alors le narrateur répond, toujours est-il que la morale, la citoyenneté, le civisme, l'unité nationale sont des valeurs que les diplômes ne peuvent valablement pas certifier. Donc, on peut, en tant qu'étudiants, parce qu'ils étaient étudiants, les jeunes, Doura et sa bande, Mimi et autres, Maka et Bilo, ils étaient étudiants à l'université de Boussoura pour la plupart, nous sommes à Katade. Donc, le verbe, il a compris tout de suite que le verbe, c'est un élément fondamental dans la prise de conscience, dans le combat pour la prise de conscience des gens dans une société aussi morcelée comme la société yamanéenne. Les porte-à-porte, il a donné des exemples, il a cité, et il a procédé de façon interrogatoire. Question numéro 1, vous vous rappelez de telle histoire dans notre quartier et comment j'avais fait? Lorsqu'il s'est agi donc dans la grande campagne pour la première élection présidentielle. C'est même une longue série de questions. C'est pas juste beaucoup de questions. Je sais plus, il y a à peu près une dizaine. Beaucoup de questions. Et à chaque fois, oui, allez-y. Il y avait un exemple de la force du verbe qui revenait à chaque fois qu'il répondait à une question. L'histoire la plus frappante dans cette série de questions de Doura à ses amis, parce qu'il faut rappeler quand même, c'était la première réunion du M224 informelle. Il faut rappeler, il dit,
comment j'avais géré, parce que vous étiez là, dans le quartier Bondy, lorsque le quartier s'est disloqué, lorsqu'il est divisé en deux, entre les partisans de l'UDA, l'Union démocratique yamanéenne de Moussa Sow, et les partisans du FPA, le Front populaire yamanéen de Kabine Kouyaté. C'était la première élection, après donc la transition. Comment j'avais procédé lorsque la famille Keita s'est donc mise à mal face à la famille Bari. Lorsque le fils de M. Bari a été frappé et que la famille a décidé de répliquer. Tout le quartier, ça a embrasé tout le quartier. Ça a embrasé tout le quartier. Il a fallu Doura, dans les rues du quartier, qui parlait à gauche et à droite. Donc le verbe, c'était un exemple qui consistait à prouver que le verbe et les mots étaient donc d'une portée vraiment nationale, d'une portée qui pouvait régler un problème. Et il l'a fait. Il a donné les exemples. À partir de là, les amis du M224 récemment enrôlés pouvaient savoir, pouvaient comprendre que le verbe pouvait aller avoir une importance nationale. Ils étaient dubitatifs, c'est vrai, ils étaient pessimistes, c'est vrai, parce que la question qui revenait face à son projet, mais comment tu vas faire? Là où les grands intellectuels ont échoué. Ont échoué. Alors il a dit, bon, c'est simple, l'État n'a pas voulu que les Yamanéens s'unissent, parce qu'ils ont posé les mauvaises formules à la place des bonnes. Les bonnes, pour lui, c'est quoi? Il faut parler aux gens. Il faut ériger cette fierté d'unité nationale, cette fierté nationale, ce patriotisme enfilé, créer l'étendard de la nation et le faire ventiler dans toute la nation. Et jusque-là, l'État yamanéen, que ce soit le camarade dans la révolution, que ce soit le colonel Sanaburama dans le pouvoir militaire qui a succédé à la révolution, Doura a trouvé que les deux régimes ont fait en sorte que la nation s'embourbait dans la scission plutôt que de parler de la problématique de l'unité nationale. On parlait de réconciliation à la place d'unité nationale, alors que dans l'histoire du Yamanais, telle communauté ne s'est pas livrée contre telle autre communauté, à ce qu'on chasse dans l'histoire du Yamanais. Oui, c'était des violences étatiques, pas des guerres entre communautés, entre ethnies. Donc, à la place de la réconciliation nationale, il fallait mettre, selon Doura, l'accent sur l'unité nationale. Allez, fallait mettre l'accent sur l'unité nationale, la division sociale, les problèmes ethnocentriques sont au cœur aussi de cet ouvrage Nation enchantée. Évidemment, je dis, à travers cet ouvrage, le sentiment aussi qui se dégage chez le lecteur, en tout cas, ça a été l'expérience que j'ai vécue, c'est que l'ouvrage fait éloquemment écho je disais tout à l'heure, à une histoire récente de notre pays. Parce qu'effectivement, le président de la République va justement faire la campagne, qui va faire un premier mandat, un deuxième, et puis avec tous les problèmes qu'on connaît là. Et c'est intéressant de voir le cheminement de ces jeunes, Doura et ses compagnons, le M24, qui en gros au début apparaît aux yeux du lecteur comme des copains, de gens qui se fréquentent, qui partagent les mêmes idées pour dire on va agir dans ce sens-là. Et puis, c'est un aspect qui nous semble intéressant dans le récit. On voit la progression des personnages. Donc, d'une action au début, comme vous le dites, informelle, qui n'est même pas sûre, qui est balbutiant, si on peut dire, qui est embryonnaire. Et puis qu'on voit que ça commence à prendre forme et que les actions se posent et que c'est déjà d'abord au niveau de la cité de Katadé, donc la métropole, et puis ensuite ça va avoir des implantations à l'intérieur du pays, dans les autres localités. Ouais. Alors, ce que j'ai envie de poser comme question, là c'est, en général c'est pas des questions-réponses, c'est un échange, mais là j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce qui a nourri le matériau de votre récit? Ouais. C'est déjà la question choc. Parce que là, comme je l'ai dit, on écrit pour penser une plaie. Et comme le disait quelqu'un, entre l'auteur et son récit et son écrit, il y a un lien tellement intimiste. L'auteur est intimement lié à ce qu'il produit. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement. Il fallait que j'y restitue d'une autre façon ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé.
la rédaction du roman a pris un temps relativement long, 3 ans. Alors, quel est cet environnement, quel est ce lien qu'il y a entre vous et votre texte? Comme ce que vous avez dit là, je veux dire, il y a toujours un lien fort, un lien intime, je dirais même un lien presque fusionnel entre l'auteur et son récit. C'est quoi le lien là entre vous et votre récit? Le roman est sorti après une observation graduelle de l'évolution sociopolitique d'un pays donné. Le grand indice qui est donné, c'est que le pays est africain. Oui. C'est le seul indice d'ailleurs. Même si après, il y a des pistes que vous essayez. C'est comme ça on a compris. Si on s'est trompé, vous pouvez nous le dire. On a l'impression que vous avez aussi envie, malgré qu'il y a cet indice-là, vous vouliez brouiller. Parce que les noms ont des connotations locales. Oui. Le Yamanais, qui en Soussou veut dire pays, et Katadé, etc. Et puis, par moments, il y a d'autres noms à connotation étrangère, comme des noms de localités françaises, etc. Qu'est-ce qui explique je veux dire, je vais peut-être dire, qu'est-ce qui explique ce métissage, cette volonté de mettre des ingrédients différents, notamment dans les appellations des choses, des lieux, etc. Oui, la règle elle est simple. Moi j'ai fait lettres modernes et il y a un principe. Derrière toute constitution fictive d'une chose en lettres, il y a une volonté d'évoquer le réel et de le peindre. Et derrière le roman avec ses deux grandes caractéristiques, fiction et narration. Derrière cette constitution fictive, derrière l'irréel, le fantasme et l'illusion là, derrière ça, il y a une volonté de l'auteur délibérément d'évoquer quelque part le réel et de bien peindre ce réel-là. Le problème, c'est au lecteur de définir le pont, la passerelle entre la fiction qu'il boit dans l'œuvre de l'auteur et la réalité auquel ça peut envoyer. Justement, mais l'auteur laisse délibérément des indices. Oui. Le M224, Katadé, Yamanais, il y a même une ville de Mamou carrément dans la République du Yamanais. Il y a un Zalan, il y a Bena, il y a l'Insan et tout. Mais après, on a bondi tout d'un coup dans le 5e arrondissement de Katadé. Et ça, c'est mon envie, je dirais ma nature d'envie de cosmopolisme dans tout ce que je fais. Et je me réclame citoyen du monde. Et de façon déséquilibrée aussi, j'ai un amour, si on peut appeler, intime avec la France. L'amour que j'ai pour la France et tout. Je chante la Marseillaise et tout. Donc, j'ai les quartiers comme Bondy, Clichy-sous-Bois, dans la banlieue parisienne. Oui, mélanger les quartiers de notre Yamanais, du Yamanais dans le livre. Justement. Avec les quartiers de banlieue française. Derrière cette fiction, il y a une réalité visée. Mais l'auteur laisse libre cours au lecteur de faire le pont entre la fiction qu'il a découverte et la réalité au monde beaucoup plus lié à la fiction qu'il a vue. Allez, donc, Nation enchantée de Abdourahmane Sénateur Diallo, donc avec nous sur le plateau, un ouvrage qui donc nous plonge dans le chaos du Yamanais et puis paradoxalement tous les politiques ont échoué, les intellectuels dans la République de Yamanais ont échoué également et donc le salut pour sauver le Yamanais vient donc de jeunes gens. Et ce choix-là, le fait que ceux qui peuvent incarner le savoir et même la sagesse, on va dire, le savoir-faire en termes de conduite de politique publique, d'organisation de la société, tout ce qu'ils doivent faire, ont échoué. Et le fait de poser l'histoire en ces termes-là, dans ce cadre-là, et le faire porter par de jeunes, est-ce que vous êtes en train aussi, consciemment ou inconsciemment, en train de nous dire que c'est foutu, toute cette génération un peu avant, ils sont dépassés, ils ont échoué, maintenant c'est la jeunesse qui peut régler les choses? Il y a un double message dans ce choix du M224.
Et la moyenne d'âge de 124, c'est aux environs, à la fin du roman, quoi, aux environs de 25 ans. C'est la moyenne d'âge. Oui. Au début, c'était 18. Vous avez vu Doura, il n'avait pas de fille. On évolue. Au début. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, ce qui est intéressant dans ce roman aussi, c'est ça. C'est qu'on a affaire à des personnages qui ne sont pas figés. En fait, comme dans la vie réelle, c'est des gens qui évoluent et au gré des circonstances, on voit les personnages transformés, et ils progressent. Et donc, justement, oui. Il y a donc un double message dans ce choix. Oui. Premièrement, c'est de montrer à la jeunesse, surtout à ceux qui sont, comme on le dit, qui n'ont rien. Ils croient qu'ils n'ont rien. Ils croient qu'ils n'ont qu'une seule idée. Et après, ils n'ont pas les possibilités de matérialiser cette idée. Le message s'adresse à eux là, directement. C'est qu'une seule idée peut changer tout un pays. Une seule idée, mais avec le courage à l'appui. Entre l'homme et la gloire, il n'y a que l'action. L'action. Je peux avoir les meilleures idées du monde, mais si je ne tente pas de les réaliser, de les concrétiser, ça devient compliqué. Donc, c'est de rassurer la jeunesse, rassurer les jeunes. Il ne faut pas croire que c'est l'élite seulement qui peut changer la donne dans un pays. Oui. Tout est parti de l'université de Boussoura. Donc oui, les étudiants peuvent changer la donne dans un pays. Oui, la jeunesse, quel que soit son niveau de vie, parce que regardez les conditions précaires d'études et de vie de Doura et de sa bande, ce n'est pas les meilleures conditions quand même. Oui. Mais la question reste posée. Il a énuméré un certain nombre de choses. Un, le franc yamanais n'a perdu de valeur que lorsque le pays fut gouverné par des sortants de Harvard et de la Sorbonne. Deux, le pays n'est parti en déroute. Il n'a pas été gentil là-bas. Oui, c'est un constat réel de son pays. Oui. Et plus on engage pour régler, pour redresser le pays, et plus on engage des intellectuels de première classe, de premier rang, plus le pays régresse. Oui. Et il faut montrer à la jeunesse qu'elle peut changer la donne dans un pays. Donc c'est ce double message. Donc l'autre, c'est un appel au changement de classe politique. D'accord. Il faut vraiment se débarrasser d'un certain nombre de caciques politiques dans des pays. On va être gentil, il faut renouveler la classe politique. Il faut renouveler. D'accord. Mesdames et messieurs, Abdourahmane, sénateur Diallo sur notre plateau, sur le plateau des parenthèses. On fait donc la causette autour de son ouvrage Nation enchantée, un roman publié chez Innov Éditions, qu'on appelle aussi l'éditeur des jeunes, c'est ça? Pas mal de jeunes auteurs ont été signés dans cette maison d'édition. On est dans la République du Yamane, là on l'a dit, avec pour nom de métropole le Katadé, mais aussi effectivement vous parlez de palais du Kibani. Oui. Donc ça c'est le palais du président. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de ce président dans le roman? Comme le narrateur le dit, le président Kabine Kouyaté, c'était un simple intellectuel, pas un simple parce qu'il a quand même fait des hautes études. Il était en France et il incarnait cette rupture. Il y avait, au moment où le colonel Sana Bourama gérait le pays, lui, il était en France, le président Kabine Kouyaté, il a refusé toute association, directe ou indirecte, avec la gestion du pays du colonel Sana Bourama. Oui. Donc, il nourrissait l'espoir, il incarnait la rupture et le changement. Oui. Et vous avez vu dans le roman, à la suite de la première élection présidentielle, il a gagné. Oui. Même ceux qui ne croyaient pas qu'il avait effectivement gagné, lui avaient accordé le bénéfice du doute. Parce que si vous prenez la liste des candidats, il était vraiment celui qui incarnait la rupture, oui, avec plus d'une décennie de pouvoir militaire incarné par le colonel Sana Bourama. Il vient et quand même, par son élection, le pays avait retrouvé sa place dans les instances de prise de décision à l'international, au sein des traités. Il avait ramené le Yamanais là où il était avant, depuis sa genèse. Il a aussi démilitarisé le pouvoir public. Donc, mais son seul problème, c'est que il avait l'art d'élever les petites réalisations en château de Versailles. S'il faisait même une route, un pont, c'était un discours à la télévision nationale, c'était du populisme
Rapidement, les Yamanais ont découvert un président différent de l'opposant qu'ils ont élu. Oui. Un opposant vraiment qui représentait la démocratie, Oui. qui défendait les valeurs démocratiques, qui vient au palais Kibani, locataire de Kibani. À partir de là, un fossé se creuse entre le président de la République, Kabine Kouyaté, et l'opposant historique, Kabine Kouyaté. Et la déception commence là. Et malheureusement, il a cette finesse, cette malice, cette intelligence de manier tout ce qui est dans son pays. De manipuler. De manipuler Ouais. tout le monde. Même le principal opposant, Moussa Sow, ne se retrouve pas dans son piège, dans son jeu politique. Et celui-ci se retrouve face à la colère de ses propres militants à un moment donné. Ouais. Parce qu'il le bat à l'élection, il le rappelle le lendemain, il l'invite au palais Kibani pour un déjeuner, pour un Alors dîner. qu'il y avait déjà eu des morts. Des morts. Et ces questions de mort, justement, il fallait... Enfin, voilà, c'est présenté en tout cas dans le récit comme une maladresse un tout petit peu de la part du chef de l'opposition. Oui, justement. Dans le récit, bien sûr, il faut préciser, hein, on est dans le récit, dans le roman. On est dans la République du Yamane. Voilà, on est dans la République du Yamane. C'est ça qui est important à souligner. Mais effectivement, c'est un président très atypique, effectivement. Donc illustratif aussi de la fourberie des responsables, parce qu'effectivement, tout ça ressort. Et ça nous donne l'occasion maintenant de parler de deux formations politiques, hein, qu'on retrouve aussi dans le livre, hein. C'est le Front populaire du Yamanais. Je voulais qu'on parle également de ça. Et puis de l'Union démocratique yamanéenne. Oui, deux partis les partis là sont accusés par les citoyens yamanais comme les deux principaux problèmes, si ce ne sont les deux uniques problèmes du Yamanais. Oui. Mais c'est les deux plus grands partis. Justement, oui. Plus grands, entre guillemets. Plus grand, oui. Selon Doura, c'est juste parce que les deux partis rassemblent les deux plus grandes communautés du pays. Oui. C'est ça le problème. Le fief de l'UDA, oui. de l'opposition, oui. c'est Leïsare. Leïsare, c'est une ville du nord du pays, oui. alors que c'est le chef-lieu de toute la région des Yamane et des Alpes. Oui. Et ça, c'est toute une communauté. Et, comment on appelle, le Front populaire yamanéen a pour siège, fief, oui. Le Tunyadou. Oui. Ça, c'est toute une région. Toute une région. L'association des ressortissants de Tunyadou, vous voyez les listes blanches qu'on ventilait après la victoire du président Kabine Kouyaté. On partait dans les villes du Tunyadou, inscrire tous les jeunes. Oui. On les a appelés les listes blanches et on envoyait pour les dispatcher, pour les affecter dans les administrations, éventuellement dans l'armée, oui. au sein de toutes les institutions. Mais le FPA, le Front populaire yamanais du président Kouyaté, et l'UDA de Moussa Sow sont présentés dans le Yamanais comme les deux seuls et uniques problèmes du pays. Parce que c'est des faits et des représailles. Quand à Tunyadou, les militants du FPA chassent tous les ressortissants. D'un l'autre côté, également, et concomitamment, on a des représailles. Ouais. Et on est parti jusqu'à refuser de prier sur un cadavre parce qu'il était aux couleurs de l'UDA et vice-versa. L'un des points, alors ça c'est vrai parce que je l'avais noté, l'un des points culminants, l'un des points culminants de cette déchéance politique, de ce chaos politique aussi, était que par rapport au Front populaire yamanéen et à l'Union démocratique yamanéenne, c'est aussi cette histoire d'empoisonnement. Ouais. Dire, ce passage apparaît aux yeux du lecteur comme vraiment le point de non-retour dans la bêtise. Ça, c'est la bassesse politique. C'est lorsque vous savez, dans un pays, ceux qui sont censés être les plus éclairés, les plus intelligents, utilisent une bassesse aussi basse, c'est comme ça que je vais le dire, pour amadouer des populations. C'est le point culminant, vous l'avez dit, c'est le summum de la bêtise intellectuelle et politique du Yamanais, de toute l'histoire du Yamanais. Cette histoire d'empoisonnement communautaire diffusée dans les médias de la télévision, sur la télévision donc yamanienne, était donc quelque chose qui a étonné plus d'un. Et à cause de cette rumeur,
on a failli assister à un scénario à la rwandaise. Oui, vous le dites d'ailleurs, on a frôlé la République du Yémen, donc a frôlé ce qui s'est passé au Rwanda, donc des guerres ethniques. Etc. Et puis c'est vrai qu'on avait voulu, vous en avez parlé, mais on voulait revenir avant de partir avec le M224, on voulait revenir sur justement cette question de réconciliation, je pense qui est importante, où le récit nous montre clairement que, évidemment, cette question a été mal posée. Le pays n'ayant pas connu de conflit armé entre communautés. Voilà, entre communautés. Et donc, il n'y avait pas lieu de faire de réconciliation dans ce sens-là. Mais c'est vrai aussi quand même, même quand on lit la République du Yémen, avec tous les problèmes qu'elle a, ces problèmes de division au niveau des deux grandes parties, donc qui sous-tend des divisions entre des conflits, enfin, des mésententes entre les deux communautés qui sont dressées derrière ces deux, parties. Ça veut dire que si le conflit n'est pas armé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'un conflit peut être dangereux dès lors qu'il s'agit d'ethnocentrisme, peut avoir les mêmes effets, même s'il n'y a pas de conflit armé et qu'on ait besoin de réconciliation. Je suis d'accord, mais à différents stades. La division, elle est d'abord familiale, elle est en famille. La division, tous les jours, il y a des familles qui se disputent et tout, mais c'est à des niveaux, à des stades. Et lorsque la division, elle est normale, elle est naturelle. Hein? Lorsque la division évolue d'un cran, elle devient sérieuse. Et lorsque la division passe le stade intermédiaire pour le niveau, le summum, le fait de la division, là, c'est la dislocation irréversible des parties belligérantes. Le Yémenais n'avait pas d'abord atteint ce niveau, ce point de non-retour. C'est pourquoi la nation, elle est enchantée. À la différence des œuvres des indépendances qui avaient tué l'espoir. Le désenchantement dans la littérature africaine des indépendances, ici, l'enchantement, on a ouvert une brèche. On a ouvert une porte, on a laissé passer, on entrevoit au sein de la République du Yémen et à travers ce récit, on a l'odeur et la saveur d'un bonheur qui est proche. Mais on a juste eu des mauvaises solutions, on a mal posé les problèmes pour, comme le dit Césaire, légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Donc si les problèmes étaient bien posés, les solutions seraient légitimes. Et Doura et son M224 étaient venus pour rectifier le tir. La création de la comité justice, vérité et réconciliation faite par le gouvernement, c'était bien, mais c'était mal posé. Parce que réconciliation, c'est si deux communautés ont suffisamment créé de dégâts. Le Rwanda, on parle de plus de 800 morts. Oui. 800 000 morts. Oui. Et au Yémen, c'était seulement que à l'occasion des campagnes électorales. Oui, mais ça, déjà, ça faisait beaucoup de dégâts. Oui. Je veux dire, des morts de part et d'autre. Même que lorsque vous expliquez le roman le présente bien, c'est quand même, de notre point de vue, du point de vue du lecteur, c'est quand même suffisamment grave qu'il y ait des morts et des morts, et que justement ces morts-là entraînent de la haine de la part des victimes, des parents des victimes, à l'égard de ceux qui sont considérés comme étant les auteurs de ces morts, de ces crimes. Et donc, je veux dire, ce n'est qu'un point de vue du pauvre lecteur, hein, que dès lors, même si c'est une personne qui est morte et que autour de cette mort, des haines se sont mises en place, et comme vous décrivez, la République du Yémen est une république complètement malade, et malade je veux dire, de maladies pratiquement comme si ces maladies sont incurables.
Dès lors que, même pour les nominations, on le voit, hein, même pour les nominations, plutôt que de regarder les compétences de la personne qui est nommée à un poste, c'est le nom de famille qu'on regarde, et c'est de part et d'autre. Et votre roman le pose super bien. Je pense que c'est pas loin des réalités qu'on a vécues aussi. Et comme vous dites, vous nous laissez libre cours d'interpréter, de voir comment on l'a senti. Et on trouve que c'est juste la peinture qui est faite de cette situation qu'on a vécue récemment. C'est juste si vous voulez, si on le prend comme une caricature, c'est une caricature qui est éloquente de réalité qu'on a vécue. Mais je veux dire aussi, et le roman pose la lumière d'une manière à la fois amusante, avec une certaine légèreté, mais avec une sincérité et un ton, je veux dire, assez pratique. Alors, face à ça, on a envie de dire, cette question, elle se pose. Évidemment, ça a soulevé tout le temps des questions de savoir ce qu'on a besoin de réconciliation, parce qu'il n'y a pas eu de conflit armé. Dans des situations, ces situations que nous connaissons et qui se répètent à l'occasion pour parler un peu de la réalité, à l'occasion des élections, comme vous le dites, mais vous semblez minimiser, mais ça a alimenté une telle haine que la haine, aujourd'hui, de notre point de vue, a atteint le même niveau que là où il y a eu des conflits armés entre des gens. On ne le minimise pas, le problème. Le problème, il est grave. Hein, il est grave, mais réglable d'un coup de baguette magique si la gouvernance est là pour mission fondamentale, non pas à diriger de grands projets. Le plus grand projet qui soit pour une nation, c'est sa quiétude, c'est sociale, c'est son unité nationale. Oui. Abraham Lincoln a dit, une nation divisée court fatalement à sa perte. Si un régime donné, une gouvernance donnée se consacre vraiment, alors là vraiment à élaborer des mécanismes qui pourront amener une véritable unité nationale sincère, et je crois que tout le monde va suivre. On a vu l'exemple dans beaucoup de pays. Oui. On a vu l'exemple dans le Yémen. Il a suffi juste d'une volonté sincère pour que tout le peuple suive. Mais alors que lorsque dans un pays, on a deux positions qui ont connu la violence, deux positions, donc deux communautés qui ont connu la violence, il ne va pas seulement falloir un coup de baguette magique, quelle que soit la volonté politique dans un pays. Lorsque le pays a connu une guerre civile telle que le Rwanda, je crois que la réconciliation nationale se pose et ce sera très difficile d'amener les deux positions à se retrouver parce qu'il ne faut pas simplement des discours, alors que dans notre cas, ici dans le Yémen, il faut juste que le peuple voit aux dirigeants qui parlent une sincérité, une honnêteté. Ce n'est pas qu'on minimise, non, c'est le cadre qui s'y prêtait. Le cadre se prêtait à des divisions comme ça. Mais lorsqu'on change de cadre, je ne vais pas prendre l'exemple sur la Guinée, mais on a vu comment le 2 octobre a été fêté cette année, lorsque le peuple se rend compte que c'est lui qui est là comme dirigeant, est sincère dans sa volonté de les amener autour de la même table, le peuple suit. Aucun peuple n'est dupe, aucun peuple n'est maudit. Le peuple suit le rythme, mais encore faut-il que le rythme soit sincère. Et si le rythme n'est pas sincère, le peuple, malheureusement, à un moment donné, est facilement... on peut appeler facilement un peuple à un élan qui soit bon ou mauvais. Et l'intention, lorsqu'elle est bonne, le peuple la suit. Et si une intention bonne est suivie par le peuple, ça ne peut qu'amener donc l'installation d'une unité nationale durable. Je crois que le meilleur projet, je le répète, pour un gouvernement, pour un régime, le plus noble projet d'une gouvernance, c'est celui de bâtir un tissu social consistant, celui de blinder ce tissu social lorsque le peuple, lorsqu'une nation a la chance, la bénédiction de parler d'une même voix, c'est fini. Lorsque la division même d'une nation n'est pas ethnique, n'est pas communautaire, c'est la plus grande chance que Dieu puisse donner à une nation.
Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis de bout en bout et c'est pas fini, quittez pas. On passe à présent à la deuxième rubrique. Mais avant, on va peut-être dire un mot rapidement, on est talonné encore comme toujours par le temps. Un dernier mot sur le M224, donc ce mouvement, parce qu'effectivement, quand on regarde sur le continent, en regardant la République du Yémen et en regardant ce mouvement M224, on voit que c'est une activité citoyenne, un travail, une activité citoyenne qui fait écho à d'autres actions similaires dans la sous-région, au Sénégal notamment, au Mali, etc. C'est-à-dire qu'il y a sur le continent ce vent-là qui souffle et autour de la prise de conscience citoyenne par des jeunes et qui s'engagent par la suite à mener des combats pour la République, des combats de citoyenneté, justement en lien avec des valeurs que la République reconnaît. Comment vous voyez aujourd'hui sur le continent, pas dans le Yémen, au-delà de Yémen, quel est le regard que vous portez sur ce mouvement citoyen pris à bras le corps par les jeunes aujourd'hui? Moi, je le dis tout de suite, vu la proportion de l'empoisonnement du système politique, des systèmes politiques africains, je vous dis que le salut des peuples africains ne viendra pas du système politique, ne viendra pas de l'établissement politique. Le salut viendra d'où? La renaissance de la société africaine, la renaissance de la société donc viendra au sein même du peuple. Parce que le pouvoir, c'est à l'image du peuple. Il faut que le combat soit citoyen. Le combat citoyen mène toujours, débouche toujours au bout du tunnel. Le combat citoyen sincère mène toujours vers le bonheur. Donc, mesdames et messieurs, le salut de nos peuples, le salut de nos pays ne viendra pas forcément de l'élite comme on les connaît aujourd'hui. Ce sont les mots de l'auteur Abdourahmane Sénateur Diallo qui croit dur comme fer à la nouvelle génération et c'est ce qui est traduit aussi dans son roman La République du Yémen qui courait à sa perte et qui va donc être sauvé, on va dire comme ça, in extremis par des jeunes qui au départ étaient que des étudiants, mais qui ont cru au fait qu'il est possible de se parler, il est possible d'utiliser les verbes, la parole pour toucher les cœurs. Mesdames et messieurs, à présent on va passer au marque-page. Nous sommes page 66 dans Nation enchantée de Abdourahmane Sénateur Diallo. En ce lendemain du 28 septembre, après donc avoir ameuté la jeunesse de Katadé, en dépit de l'interdiction expresse de la mairie, le M224 devait faire face aux pertes enregistrées lors de sa manifestation qui avait tout de même été largement suivie dans la capitale. Mais malheureusement, comme toutes les manifestations au Yémen, celle du M224 aussi avait été violemment réprimée par la police. La répression avait fait un mort et 2 blessés par balle. De nombreuses interpellations furent également constatées. Ce fut alors la première vraie épreuve à laquelle le mouvement faisait face. La presse s'empara vite de l'affaire. L'audience du M224 s'accentuait graduellement pendant que les politiciens s'atrophiaient. Par son mouvement, Doura avait pu faire cabrer une grande partie de la jeunesse yamanéenne. Ce qui prouvait que l'étendard de la solidarité arboré par le M224 commençait à attirer une partie du peuple. C'était là aussi une nette révolution dans la société yamanéenne. La béatitude se lisait sur les visages des membres du M224. Ils savaient que les tout premiers résultats de leur prêche commençaient à tomber. Car pour la première fois, depuis plusieurs décennies, l'autisme communautaire avait légèrement chuté. Il avait fallu plus de 2 ans de conscientisation et de sensibilisation pour que les idées du M224 fussent acceptées
par seulement une toute petite partie de la population. Pour se faire comprendre en contrebas, il aura fallu de lourds sacrifices. Fin des citations. À présent, quittez pas, passons à la troisième et dernière rubrique, c'est-à-dire les questions que les téléspectateurs posent à notre auteur face caméra. Monsieur Abdourahmane, sénateur Diallo, bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qui a nourri, en termes de matériaux, votre ouvrage « Nation enchantée » ? Comme tout ouvrage, l'auteur veut marquer son existence par peut-être la résolution d'un problème dans sa société. Alors moi, je voulais coûte que coûte m'attaquer à la problématique de la division et de l'ethnie, de la communautarisation de la politique dans les nations africaines. Je crois que les nations africaines doivent avoir des systèmes politiques qui sont loin du communautarisme de l'ethnie, de la région, et avoir des vraies idéologies pour que le débat démocratique ne soit pas fauché. Abdourahmane, sénateur Diallo, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage fait écho à l'histoire récente de notre pays. Est-ce qu'on peut savoir comment, dans la réalité, ces événements auxquels votre livre renvoie, vous les avez vécus en Guinée? C'est vrai que le coup d'État connu le 5 septembre 2021 en Guinée par le CNRD, qui a donc déposé le président Alpha Condé, est parallèlement décrit dans le roman, mais là, c'est pas la Guinée. Le Yamanais, le général Khalidou Kaba, le général Kao Kare donc avait aussi déposé le président Kabine Kouyaté. C'est pas le même pays. Derrière, je reconnais, j'admets que derrière toute fiction se cache la volonté d'évoquer le réel. Et donc peut-être que le lecteur peut facilement faire le pont, la passerelle entre l'histoire yamanienne et l'histoire de la Guinée, sorte qu'il y a beaucoup d'indices qu'il trouve peut-être dans le roman qui soient des indices de nature à étayer sa thèse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout avec Abdourahmane, sénateur Diallo, autour de son ouvrage « Nation enchantée ». Nation enchantée que nous vous recommandons, bien entendu. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre auteur, un autre ouvrage.